Donc bonjour, merci à vous, de nous avoir rejoints dans le cadre de la Journée mondiale de l'autisme, donc pour nos derniers webinaires. Donc ce matin, nous aborderons les témoignages autour de l'autisme, donc point qui était vraiment essentiel pour nous, puisque la Journée mondiale de l'autisme, c'est sensibiliser à l'autisme et c'était important donc de donner la parole aussi de personnes, avec autisme. Donc nous accueillons ce matin Claire et David qui vont prendre la parole sur cette thématique-là. Ils seront accompagnés d'Alain Pourrade, éducateur spécialisé au CRA, qui, par le biais de questions posées à chacun des intervenants, permettra d'aborder différents sujets. Et nous aurons à la fin Élodie Pinta, psychologue du CRA, qui prendra la parole pour les questions-réponses que vous aurez posées dans l'onglet Q et R, donc que vous avez tout en bas de l'écran. Donc je vous remercie de les indiquer par ce biais-là, puisque sur le fil de discussion, elle n'aura pas accès. Donc merci de bien penser à mettre vos questions-réponses dans l'onglet Q et R. Voilà, si vous avez des commentaires, que vous souhaitez voir d'autres thématiques développées, nous avons prévu une autre session de webinaire en fin d'année. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans la partie commentaires de l'enquête de satisfaction. Voilà, merci beaucoup à vous de nous avoir rejoints dans le cadre de cette journée mondiale de l'autisme et je laisse la parole à Alain Pourrade. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous ce matin pour ce nouveau webinaire. Donc, un webinaire un petit peu particulier. Comme vous l'a dit Madame Perrier, nous avons souhaité, en cette journée du 2 avril, Journée mondiale de l'autisme, donner la parole à deux personnes qui présentent un diagnostic de TSA, que nous connaissons bien, au Centre de ressources autisme de Limousin. Je me permets juste de faire une petite parenthèse et de les remercier infiniment pour leur participation. C'est un vrai plaisir quand nous avons travaillé sur ce webinaire. Et la première chose qu'on va faire, c'est de vous donner la parole pour vous présenter. Donc Claire, honneur aux dames, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Donc je m'appelle Claire, je suis enseignante et maman de 2 jeunes filles, qui sont porteuses de troubles du spectre autistique, qui ont 12 et 16 ans. Voilà, donc nos diagnostics, en fait, c'est ma plus jeune qui a d'abord été, diagnostiquée à 9 ans, puis ma grande à 15 ans et enfin moi à 35 ans, donc l'année dernière. Voilà, donc ce diagnostic est tout récent. Voilà. Merci Claire. David, je vous laisse la parole. Allez-y. Donc, bonjour, moi c'est David. J'ai été diagnostiqué tardivement, vers 38 ans, 38e année. Voilà, je suis accompagnant éducatif et social au sein d'une entreprise du social sur la région, quoi, enfin, sur le bassin d'Aquitaine. Voilà. Donc, une fois de plus, merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation ce matin. Je sais que l'exercice n'est pas forcément simple. Donc, voilà, quand on a présenté, quand on a préparé cette intervention, ce webinaire de ce matin avec ma collègue Élodie Pinta, que vous verrez tout à l'heure et qui aura en charge de répondre, de poser les questions que vous aurez bien voulu poser sur le QR. Nous avons déterminé, parce qu'on est pressé par le temps, c'est le principe du webinaire, quelques thématiques. Donc, la première thématique, c'est la sensorialité. La deuxième, c'est la parentalité. Et enfin, la troisième, c'est le diagnostic. Et je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, qu'on aborde directement cette première thématique. Et c'est vous deux, et vous particulièrement, peut-être David, qui avez souhaité mettre en avant cette problématique de la sensorialité. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi ce choix et quel est l'impact de la sensorialité dans votre quotidien? Merci. Alors, tout d'abord, il faut préciser qu'en plus, enfin, par rapport à moi personnellement, en plus du diagnostic, en fait, a été posée sur la sensorialité une hyperesthésie qui est exacerbée sur les 5 sens. Donc déjà, une personne autiste qui a bon, au niveau des modalités sensorielles qui sont appuyées, quoi, qui sont compliquées au quotidien, l'hyperesthésie, c'est encore plus puisque les 5 sens sont tout le temps au maximum de ce qu'ils peuvent être. Donc, ils sont à gérer avec la fatigabilité et ainsi de suite. Donc, ça peut être très prenant et on peut avoir des baisses d'énergie dans la journée à cause de ça, encore plus vives, on va dire, que sur une personne TSA standard. C'est pas péjoratif de dire ça, mais même si c'est déjà fatigant, c'est encore plus fatigant. Donc, l'impact au quotidien, il est qu'il faut tout le temps faire attention.
En fait, bon là, on a un exemple par le casque, par le réducteur de bruit. Mais ça sert aussi de bouclier émotionnel, hein, dans le sens où plus la sensorialité est vive et on est attaqué au niveau des canaux sensoriels, parce que avec la fatigue, ils sont souvent altérés. On se protège aussi avec les lunettes. Il faut des moments de récupération plus, plus intenses dans la journée. Donc moi, par exemple, par rapport à mon hyperesthésie, sur mon poste de travail, j'ai 2 pauses minimum par jour au niveau de la sensorialité, de récupération, pour pouvoir continuer, enfin faire ma journée normalement, quoi. Mais au quotidien, effectivement c'est très prenant. Donc, vous avez demandé donc cet aménagement de poste, car effectivement, à un moment donné, tout ce qui était sensoriel, et si je comprends bien sur le plan auditif en particulier, était particulièrement envahissant, c'est ça? C'était envahissant dans le sens où c'était envahissant parce que je régulais pas. C'était un peu de ma faute aussi au départ parce que j'avais un peu honte au départ de porter le casque. Puisque j'ai commencé à travailler dans le secteur dans lequel je suis, je travaille avec des personnes qui sont polyhandicapées, qui ont des maladies mentales ou autistes aussi, qui ont des troubles neurodéveloppementaux. Ça peut générer du bruit, en fait. L'institution dans laquelle je travaille, il y a une résonance au niveau physique, mais au niveau émotionnel aussi, qui est puissant. Donc, d'où l'intérêt est vivement recommandé du port du casque. Et par rapport à la luminosité des néons, tout ça, tout ce qui est vif, hein, au niveau des lumières, le port des lunettes. Donc au début, je comprenais pas trop en fait. J'avais la finalisation de diagnostic qui arrivait, mais je comprenais pas trop pourquoi j'étais fatigué en fait. Et effectivement, le bruit, qu'il soit purement le bruit ou les sons, parce que le bruit c'est une chose, mais un son c'est différent d'un bruit en fait, ça n'a rien à voir. Donc tout me perturbait, ça pouvait me provoquer des pertes d'équilibre, des problèmes de vision. À savoir que sur la vision, j'ai une vision je suis hyper visuel en fait. Ça veut dire que mes yeux cherchent tout le temps toutes les particules de lumière tout le temps en fait. Tout ce qui est photons, particules lumineuses, même quand je dors, d'où un traitement pour dormir aussi. Sinon, je ne déconnecte pas en fait. Mes yeux ne déconnectent pas et cherchent tout le temps, encore plus qu'à la norme. Donc, vos sens sont en perpétuel éveil, c'est ça? Ils sont tout le temps au maximum de ce qu'ils peuvent être, sans tenir compte, et c'est là où c'est vicieux, de ma fatigue. Donc, c'est piégeux en fait. Sur une journée, il faut vraiment anticiper. Je sais que mes journées, je les travaille toujours la veille, des fois 2-3 jours avant, savoir ce que je vais faire dans la semaine, parce que je sais que ça va me vider en fait assez vite. Ça peut me vider assez vite, sans compter les imprévus aussi. Les imprévus. Donc, ça vous impose cette gymnastique-là, donc d'anticipation, de prise en compte de toutes ces surstimulations que auxquelles vous allez être confronté, et de trouver les adaptations nécessaires derrière, c'est ça? C'est ça, exactement. Il faut, enfin moi pour ma part, je l'anticipe au maximum, sachant que je prépare souvent plusieurs jours à l'avance. Par exemple, là, le webinaire aujourd'hui, je l'ai préparé plusieurs jours à l'avance parce que ça me demande à la fois une gymnastique au niveau de sensorialité, mais qui n'est pas dissociable de la gymnastique cognitive qui est imposée en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est à double tranchant là. Vous voyez, une intervention comme aujourd'hui, là je suis serein parce que c'est préparé, mais on m'aurait prévenu la veille pour le lendemain. Ça aurait été compliqué. Il y aurait eu beaucoup d'autostimulation au niveau de la caméra. J'aurais pas arrêté de bouger tout le temps. J'aurais tiqué assez facilement. Voilà, on compense tout le temps. Mais l'anticipation fait que j'ai moins de stéréotypies, par exemple, qu'avant. Bon, après, la stéréotypie, c'est pour une personne TSA, enfin, pour ma part, c'est naturel, donc faut pas la bloquer. Faut pas, donc c'est vrai qu'à la base, quand je faisais des réunions au travail, par exemple, au niveau de la sensorialité, quand on est 16 dans une pièce et qu'il y a les lumières en plus, les discussions dans les discussions, les gens qui sont pas d'accord, la résonance émotionnelle qui est imposée parce que les gens dégagent beaucoup de choses.
Et les TSA, on le sait, hein, c'est des éponges, ils ont une perméabilité émotionnelle qui est quand même accrue, en fait, hein, et ils absorbent tout. Et ils ont un filtre émotionnel qui est, suivant la fatigue, affaibli, donc c'est dur. Et tout comme ça peut être dur, comme pour Claire, par exemple, qui est prof, ça peut être aussi dur que moi qui suis en réunion Bien de sûr. coordination ou en transmission pendant les jonctions de journée, quoi. Donc, ce que Julie Dachaise appelle la théorie des cuillères, c'est une théorie que vous pouvez vous approprier pleinement. C'est une théorie que je m'approprie pleinement, mais les cuillères, malheureusement, il n'y en a pas assez. Euh, ouais, faut avoir une grosse réserve de cuillères. Le but, c'est un peu comme c'est comme quand on économise un peu d'argent, quoi. Les cuillères, faut essayer d'en économiser sur, par exemple, sur toute une semaine pour pouvoir attaquer la semaine d'après ou le jour d'après. Hmm. C'est une gestion constante. C'est assez fatigant, hein. Alors, vous nous avez pris des exemples sur le travail, mais est-ce que dans votre quotidien, je ne sais pas, quand on a préparé un petit peu ce webinaire, et on donnera la parole à Claire après, vous disiez aussi que ne serait-ce qu'un repas de famille, bon, même si en ces temps de confinement, ils sont un petit peu altérés, mais même un repas de famille, la difficulté à dissocier la personne qui parle, avoir cette multiplication d'informations. Les repas de famille, je sais que personnellement, et je ne fais pas de fixation spécialement là-dessus, mais je sais que j'ai jamais été, comment dire, très loquace pendant les repas de famille parce qu'il y a tellement de surstimulation. Ça va de la résonance des couverts pour manger, aux discussions dans les discussions. On est vraiment, c'est un peu un capharnaüm pour moi c'est un peu comme si j'étais enfermé dans une boîte, quoi, une grande attablée de repas de famille. Et du coup, on passe souvent pour la personne désagréable ou qui n'est pas contente d'être là, alors qu'au final, si, on est content d'être là. Mais peut-être que bah, c'est pas que c'est pas adapté, mais c'est pas gérable facilement en fait Hmm. pour un TSA. Les regroupements comme ça, et ça peut aller loin au niveau de la sensorialité, hein. Moi, j'ai déjà fait des repas avec des enfants TSA, ils ne supportent pas, par exemple, le clinquement vous savez, des verres, le bruit d'un couvert sur une assiette ou des verres, ou les bulles dans une boisson gazeuse, que ce soit pour les repas de Noël. Il y a les odeurs aussi, les odeurs. Il n'y a pas que le bruit, quoi. Il n'y a pas que le bruit, Hmm. les odeurs, c'est quand même pas assez particulier quand c'est mêlé à l'odeur. Parce qu'en fait, les TSA dissocient l'odeur corporelle de la personne, le parfum, l'humeur de la personne qu'elle a en face d'elle a une odeur, tout a une odeur en fait, tout a une couleur, tout a une odeur, tout a une résonance. Donc effectivement, un repas de famille, Peut être difficile. c'est compliqué, d'où Hmm. l'apparition parfois on amalgame en fait le mal-être de la personne pendant le repas à, si vous voulez, il n'est pas content d'être là. Oui, oui. On va faire une interprétation de Voilà. de cette situation-là qui va être erronée, en fait. Il n'est pas content, voilà. OK. En gros, il nous embête, il veut pas être là, et voilà. Donc, en Hmm. fait, alors que c'est pas du tout ça. OK, Et il y a le choix aussi, un dernier truc, c'est dans les repas de famille, dans les regroupements, c'est le choix de la place bien sûr. à Bien la sûr. tablée qui est parfois stratégique. Et ça peut créer des tensions même au niveau familial. Moi, je me rappelle parce que du coup, en général, on met le mari à côté de la femme ou en face, etc. Et c'est assez traditionnel dans un pays qui est très traditionnel à ce niveau-là. Et moi, je choisissais toujours près de la fenêtre, en D'accord. fait, Hmm. ou d'une porte pour pouvoir me lever et m'en aller ou aller respirer, voilà. D'accord. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, toujours anticiper et avoir des stratégies de compensation et d'évitement, le cas échéant, Ouais, si la situation devient trop c'est compliquée. ça. Bon, C'est une forme de fuite, mais qui est nécessaire. bien sûr, je le comprends bien. Donc, on voit à quel point cette problématique de la sensorialité peut vous emboliser au quotidien. Si vous êtes d'accord, je propose qu'on passe la parole à Claire et qu'on voit, et que je lui pose un petit peu les mêmes questions. Pourquoi, Claire, vous aussi, vous avez fait le choix, lorsqu'on a abordé un petit peu ce webinaire, d'aborder en priorité la sensorialité?
Alors moi, j'ai pas du tout le même recul que David sur ma propre sensorialité, puisqu'en fait, j'ai tendance à la mettre totalement de côté. Et j'ai des difficultés au quotidien, hein, étant enseignante, auprès d'adolescents, et ne supportant pas les odeurs corporelles trop fortes. J'ai eu l'exemple lundi, une élève est arrivée et elle avait renversé le flacon de parfum sur elle. J'ai été obligée de lui demander de se mettre au fond de la classe et de faire classe, les fenêtres ouvertes. Bon, il faisait très beau, donc c'était très bien. Mais parfois, ça peut effectivement poser beaucoup de problèmes. Je rebondis aussi sur cette notion de fatigabilité, vu que j'ai tendance à ne pas aménager forcément ma vie, à ne pas faire forcément attention. Du coup, en fin de journée, je suis excessivement fatigable, je suis excessivement fatiguée et vu que je ne fais pas attention, je ne sens pas la pression monter. Donc je vais me retrouver avec, un minuscule bruit qui va être la goutte qui va faire déborder le vase et qui va, me faire, exploser. Donc soit, me mettre à pleurer parce que c'était le bruit de trop, alors que la personne en face, bah, c'était rien, elle a fait tomber une cuillère, par exemple. Voilà et ça, c'est important parce que je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les enfants, puisque quand on est plus jeune, c'est compliqué de savoir qui on est, comment on fonctionne et parfois, eh bien, on va nous, en tant que parents, enfin moi, je l'ai vécu avec ma petite, il va se passer quelque chose de très anodin et l'enfant va partir en vrille, vraiment. Donc ça peut être se mettre à crier, se jeter par terre, se faire du mal, en se disant: «Mais qu'enfin, j'ai juste fait tomber une cuillère» et voilà, moi je suis capable de savoir que, voilà, il y a eu toute une accumulation derrière et en fait, c'est pas que ça, quoi. Il y a Mmh. eu plein d'autres choses qui ont beaucoup, beaucoup fatigué et heu et c'est vrai que cette sensorialité, quand il y a des troubles du comportement, il faut y penser. Ma petite ne supporte pas l'eau sur sa peau, donc autant vous dire que la gestion de la douche c'est très difficile, pendant voilà, ça fait maintenant 5, 6 ans qu'on travaille dessus, sur, quelle astuce trouver pour que, l'eau de la douche ne lui fasse pas mal. Parce que c'est une réelle douleur, parce que c'est insupportable pour elle. Donc, ça a été l'achat de plusieurs mitigeurs, ça a été l'achat de lingettes, ça a été, le bain, la toilette, quoi faire? Voilà, il faut tâtonner, il faut chercher. Donc c'est pas toujours évident. La sensorialité aussi, par rapport aux vêtements. Je sais que mes filles, depuis qu'elles sont très petites, je les habille avec des vêtements d'occasion, puisque c'est l'astuce que j'ai pu trouver. Les vêtements d'occasion ont déjà été portés, ont été lavés, relavés, reportés. Donc le tissu est beaucoup moins rêche et beaucoup plus souple. Voilà, c'est des et on coupe les étiquettes et on mais c'est vrai que cette sensorialité, quand on est hyper sensoriel, c'est très difficile à vivre au quotidien. Par exemple, mes élèves, ne comprennent pas pourquoi je les entends quand ils chuchotent au fond de la classe. Mmh. Voilà, ils ont l'impression que j'ai des oreilles derrière la tête. Mais pour moi, c'est difficile parce que quand ils sont 30, j'entends toutes les conversations et et hem et au quotidien, voilà, c'est pas toujours facile et à l'inverse, il y a l'hyposensibilité aussi, dont on parle un petit peu moins et qui est tout aussi importante. Moi, ma plus petite est hyposensible au toucher, ce D'accord. qui induit aussi qu'elle est hyposensible à la douleur. Voilà, ce qui veut dire qu'elle tombe, elle pleure parce qu'elle est tombée, parce qu'elle a compris que souvent quand Mmh. on a peur, on pleure. Mais, «Oh, j'ai un petit peu mal» et 2 heures après, son poignet est enflé, bleu, violet et en fait, elle a une fracture. Mmh, mmh, Elle mmh. avait un petit peu mal. Donc effectivement, c'est ce qu'on a vu avec nos collègues d'Handiconsulte, au cours des webinaires précédents. L'expression de la douleur peut être différente chez votre jeune fille, parce que, sa sensorialité, et l'expression de cette sensorialité va être différente, en fait, c'est ça? Exactement, tout Mmh. à fait et en plus, elle peut être différente pour une même personne. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais avoir des moments où je vais supporter que quelqu'un me frôle la peau. Et à d'autres moments, ce frôlement va être excessivement douloureux et je vais avoir besoin au contraire qu'on appuie, le toucher. Sinon c'est trop douloureux. Donc Donc en fait, cette vous êtes en sensorialité, train elle de évolue. voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est la question que j'allais vous poser. Vous êtes en train de nous dire, un peu comme ce que disait David tout à l'heure, on commence à serrer un peu les problèmes, à les maîtriser et en fait non, c'est pas aussi simple que ça. Ça on varie d'hyper en hypo, c'est ça? Oui, exactement. Selon le moment de la journée, selon l'âge qu'on va avoir, selon, ce qu'on vit autour de nous, selon la situation dans laquelle on se trouve. Voilà, ça il y a des choses qui étaient supportables et qui peuvent vite devenir insupportables.
Donc, on a vu que vous aviez aussi, comme David, des stratégies ou d'évitement ou d'adaptation. Est-ce elles sont coûteuses en énergie, essayer de trouver ces postures-là? Bah, aujourd'hui, à quasiment 36 ans, je me rends compte que j'ai payé beaucoup trop cher cette Mmh. suradaptation, Mmh. que j'ai des conséquences, sur ma santé qui sont très importantes et donc je travaille au fait de ne plus, voilà, de ne plus surcompenser. Pour l'instant, au niveau de mon emploi, je n'ai rien adapté. Même s'il y a des adaptations que je n'ai pas nommées, mais par exemple, mes élèves trouvent que dans ma classe, c'est quand même souvent très, très calme. Parce que parce que ils ont pris l'habitude qu'avec moi, je veux que ce soit calme et parce que sinon Mmh. je ne peux pas faire court. Mmh. Voilà. J'étais en train de penser à quelque chose, donc on l'a abordé avec David, le quotidien, la situation au travail, mais est-ce que ça a pu avoir un impact, par exemple, au cours de vos études? Alors la très grande fatigabilité, oui, dans Ouais. les études post-bac. Après mon bac, en fait, j'ai intégré une classe préparatoire, physique supérieure et le rythme était infernal puisque c'était du 8h-18h et après on restait en col jusqu'à 20h. Et j'ai eu des migraines très, très, très importantes où là encore, voilà, j'ai surcompensé jusqu'à ce que je m'épuise et que je Mmh, m'effondre mmh, 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 mmh. et que j'arrête cette scolarité, D'accord, voilà, OK. en plein milieu. Donc oui, oui, ça a des conséquences importantes, mais sur tous les impacts de notre vie. Mmh mh. C'est-à-dire que d'aller faire les courses au supermarché, les courses entre midi et 2 qu'on peut faire, quand on est neurotypique, bah, quand on est neuroatypique avec hypersensibilité, c'est trop compliqué. Mmh, Je sais mmh. qu'après mes courses, je rentre chez moi et j'ai besoin de me reposer parce que je suis épuisée. Donc, même question que celle que j'ai posée à David tout à l'heure, la théorie des cuillères de Julie Dachès, vous vous l'êtes totalement appropriée. Même réponse que David, quand je me lève et que je me dis que j'ai que 2 cuillères pour faire ma journée, D'accord. c'est pas possible, Donc c'est pas possible. le stock de cuillères qu'elle donne dans ces exemples est nettement inférieur pour vous 2 en fait, c'est ça? Oui, tout à fait et c'est vrai que c'est difficile de le faire comprendre pour les gens qui ne visualisent pas. Moi, l'exemple le plus frappant que j'ai, c'est que je me suis laissé pousser les cheveux, il y a quelques mois et en fait, mes cheveux sont devenus trop lourds. C'est-à-dire que le poids de mes cheveux, je le sens et c'était insupportable et donc il a fallu, voilà, que je recoupe pour qu'ils soient plus légers D'accord, d'accord. Oui, parce que, effectivement, oui. Allez-y, pardon, je vous non, écoute. non, non, juste, voilà, parce qu'au niveau sensibilité, c'était plus possible. Mmh, d'accord. Bon, écoute, donc on voit à quel point, par vos témoignages, l'impact de la sensorialité sur le quotidien. On aura peut-être l'occasion d'y revenir et on verra avec les questions qui seront posées, tout à l'heure, à la fois sur le quotidien, sur les postures familiales, sur, les apprentissages, que quand vous faisiez des études ou en situation de travail. Donc on voit l'impact un petit peu que ça a pu avoir. Donc voilà, parce que mon rôle, c'est d'organiser un petit peu ce matin et qu'on soit un petit peu dans les clous aussi en termes de temps, de vouloir aborder un petit peu tous les sujets que nous avons choisi d'aborder. Si vous voulez, on aura l'occasion d'y revenir s'il y a d'autres choses à dire là-dessus. On a bien compris à quel point ça pouvait être important. La deuxième thématique, et là je me tourne vers vous, Claire, c'était en lien avec la parentalité. Donc vous êtes maman de deux jeunes filles. Et voilà, je vous laisse la parole par rapport à la parentalité et ce que vous souhaitiez aborder sur ce dossier-là. Oui, alors, moi, je vais commencer par un point très positif puisque, en fait, les personnes, TSA ont souvent des intérêts spécifiques et en ce qui me concerne, à la naissance de mes enfants, elles sont devenues mon intérêt spécifique et elles le sont depuis 16 ans. Donc l'avantage d'être porteur de TSA quand on est parent, c'est aussi qu'on peut être hyper calé sur la parentalité, se renseigner sur tout ce qui se passe et essayer de choisir le meilleur. Ce sera jamais le meilleur, hein, ce sera jamais parfait, mais en tout cas, moi, je trouve aujourd'hui que c'est un vrai avantage. C'est-à-dire que lorsque mes filles étaient petites, je suis devenue une spécialiste du portage en écharpe, du maternage, du matériel, de puériculture, les poussettes. Voilà et au fur et à mesure qu'elles grandissent et bien, je m'adapte et là, bah, on est dans l'adolescence, hein, donc c'est plus la même chose. Mais du coup, j'ai une faculté d'adaptation, qui me permet, en tout cas, d'essayer de bien les accompagner au quotidien. Ça, c'était l'aspect, positif que je voulais vraiment aborder parce que, ce ne sont pas que des difficultés, Bien sûr. mais des difficultés, il y en a.
Alors, pour rebondir sur le sujet précédent, quand on parlait de la fatigue et la théorie des cuillères, quand toute notre énergie est déjà donnée sur nos lieux de travail et qu'on rentre et qu'il y a les enfants, il faut gérer les devoirs, le bain, la préparation du repas, c'est parfois très, très, très difficile. Aujourd'hui, mes filles sont grandes, donc je peux me permettre parfois de devoir me mettre au lit à 18h parce que je tiens plus debout et qu'il faut que je m'isole sensoriellement, donc dans le noir, en silence, c'est vraiment important. Au niveau de la parentalité d'enfants TSA, là pour le coup, la chose très importante que je voudrais dire s'il y a des parents qui sont présents aujourd'hui, c'est faites-vous confiance. Hem, Si vous avez une intuition, il faut la suivre, il faut trouver, le bon interlocuteur, la personne qui va vous écouter. Parfois ça prend du temps. Voilà, pour mes filles, ça a pris 9 ans pour la petite et 15 ans pour la grande et on a trouvé les bons interlocuteurs et aujourd'hui ça va mieux. Mais il y a eu une période très difficile, hein, la culpabilisation de la maman. Mmh. Si elle est stressée, c'est parce que vous êtes stressé. Votre enfant est une éponge. Voilà, donc ça, c'est pas très facile. Ça, c'est les discours que vous aviez en retour, les difficultés Mmh, de votre fille vous étaient imputables, en fait, c'est ça? exactement. Quand je disais: Mmh. «Écoutez, quand même, elle est très anxieuse», «Oui, mais c'est de votre faute» et puis, «Pourquoi vous voulez leur mettre des étiquettes?» et puis, enfin voilà, toutes les phrases qui sont très, très très concordantes, hein, dans les témoignages d'enfants, Mmh. de parents, pardon, qui ont des enfants, avec TSA. On est, voilà, je pense que beaucoup, on a entendu des choses. Oui. Hem, Au niveau de la gestion du quotidien, ce que je trouve le plus difficile, en fait, c'est pas l'accompagnement de mes enfants. Parce que finalement, mes enfants, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont des individus à part entière et comme chaque parent, même d'enfants neurotypiques, on fait comme on peut avec tout ce qui se présente. Tout ce qui représente une difficulté pour nous, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la scolarité. Faire entendre qu'il y a un handicap. Mes 2 filles relèvent parfaitement du handicap invisible, ça ne se voit pas et on me le dit très régulièrement: «Mais vous êtes quand même sûre qu'elles sont des TSA?» parce que quand Quand même, quand on a préparé cette série de webinaires, vous aviez vraiment l'intention d'insister sur ce handicap invisible, hein, c'est ça? oui, oui, parce que, même des gens qui sont de très bonne volonté, au niveau des équipes enseignantes, hein, il y a parfois de très, très bonne volonté et ils me disent: «Oui, alors vous, vous me dites tout ça sur votre fille, mais moi en classe, j'ai une élève, Mmh mh, qui mmh. est comme les autres» et c'est compliqué de faire comprendre cette faculté d'adaptation de nos enfants qui sont quand Mmh. même très, 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 très forts Et à quel et prix? en même temps à quel prix? C'est-à-dire Mmh. qu'ils passent la porte, voilà, moi mes filles, elles passent la porte de la maison, c'est Oui. arrivé qu'elles s'effondrent physiquement au sol parce que la porte est fermée. Elles sont Mmh. dans un environnement de confiance et elles savent qu'elles peuvent relâcher, elles sont à bout de force. Donc ça c'est difficile, la relation avec les nombreux interlocuteurs qu'on peut avoir. Et également la lourdeur administrative puisque pour avoir, les aides dont on a besoin et dont nos enfants ont besoin, il faut faire des dossiers MDPH qu'il faut renouveler très Mmh souvent mh, mmh mh. et il faut savoir, enfin en tout cas je ne sais pas si c'est, commun à toutes les personnes qui sont porteuses de TSA, mais en tout cas pour moi, le langage administratif, il est incohérent et c'est très difficile parce que je ne comprends pas toujours ce qui est demandé. Mmh. Parce que je dois décoder les questions, je dois me faire aider et c'est difficile. Du coup, voilà, cette lourdeur administrative, elle pèse très, très lourd sur le quotidien. Je D'accord. en tout cas, au niveau des difficultés, ce sont les 2 choses qui sont les plus difficiles et pour finir sur une pointe positive, en tant que maman, ce qui m'a vraiment beaucoup aidée, ce sont les associations qui font un travail absolument formidable. Je n'en citerai pas parce que c'est pas le but, il y en a beaucoup, sur le territoire. Mais, ce sont des personnes qui nous entendent, qui nous écoutent et même si elles vont pas nous dire: «Oui, oui, il y a un diagnostic» ou «Non, non, pas du tout». Elles vont entendre ce qu'on a besoin de dire, Mmh. et après quand le diagnostic est là, on peut échanger. Quand les parents ont des enfants qui sont un peu plus vieux, nous dire: «Bah, regardez, tout va bien. Mmh. Là, oui, là, il a 5, 6 ans, il y a des crises, c'est compliqué, mais regardez mon fils, il a 15, 20 ans, il a 25 ans, il a 30 ans» Mmh. et ça va
Et en tout cas, moi, en tant que maman, c'est vraiment les associations, je les remercie parce qu'elles font un travail formidable Donc ça, que c'est un conseil que vous pourriez donner aux oui, personnes qui nous écoutent, le cas oui, échéant, de s'orienter vers des associations de parents, d'avoir ce partage d'expérience, c'est ça? mmh, oui, parce Se que, sentir un peu moins seul peut-être, c'est ça? tout à fait, parce que, bah, des structures comme le CRA, hein, voilà, des équipes qui sont, pleines de bonne volonté, mais vous ne pouvez pas répondre à toutes les interrogations de chaque parent. Ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable et les associations, elles prennent le temps de le faire Mmh. et ça, quand on est parent, vraiment, ce soutien, il est nécessaire et vraiment, c'est chouette. Super. Merci Claire. Alors, David, je vous laisse la parole aussi sur ce sujet-là de la parentalité. Dites-nous comment vous souhaitez l'aborder, en fait. Moi, c'est pas tout à fait pareil que pour Claire. Comment dire? J'ai deux enfants en fait. J'ai une fille Alice voilà, qui a eu 11 ans et un qui est tout petit, qui a 1 an et 3 mois. Et la première a été beaucoup prise en charge. Euh, J'avais tellement peur de ne pas arriver à m'en occuper en fait que c'est mon ex-épouse qui s'en est beaucoup occupée. En plus, elle est née avec des problèmes, avec un handicap assez important. Elle est née avec une double fente palatine en fait, la bilatérale, donc Mmh. beaucoup d'opérations, beaucoup d'allers-retours sur Félix Jules Verne, Nantes, tout ça. C'est très compliqué, très anxiogène pour moi, mais j'ai toujours eu envie, enfin c'était naturel pour moi de m'en occuper. Mais j'ai pas cette faculté peut-être qu'à Claire à ne pas transmettre par résonance en fait mes angoisses ou mon anxiété. Ça me demande un gros travail. C'est pas évident. Alors maintenant, ma grande fille, c'est plus simple parce que ben, elle est plus grande. Donc du coup, au niveau des interactions, c'est plus solide et puis c'est plus, voilà, c'est une adolescente. Ça devient une adolescente. Là où ça devient un peu plus complexe, c'est que avec le petit dernier, par exemple, euh, j'ai toujours l'impression de ne jamais avoir eu d'enfant en fait. C'est-à-dire, c'est un nouvel enfant. Mmh. Il y a les mêmes choses à faire, mais j'ai besoin, et c'est là qu'interviennent, par exemple, des groupes de parole. Même si en fait, je me fais pas assez confiance. Par exemple, quand Claire dit, bah, il faut se faire confiance, elle a raison. Parce qu'au final, pourquoi on n'aurait pas de bonnes idées? Mais je sais que je demande souvent, moi-même, qui suis papa, je demande à des mamans qui ont des enfants TSA, j'ai un groupe de parole fétiche, et je demande des astuces et des méthodes, parce que quand j'ai les deux en même temps, par exemple, si vous Oui. voulez, c'est très compliqué. Déjà, il y a un gros écart d'âge, donc c'est pas du tout les mêmes choses qu'il y a à accomplir hein, avec les deux. Et au début, c'était très très dur. Ça pouvait même me faire perdre pied, me faire aller vers des attaques de panique en fait, hein, D'accord. par peur de mal faire. Donc, je demandais conseil tout de suite à une maman qui aurait pu être Claire ou une autre, ou voilà, des méthodes avec avec des réponses concrètes en fait que je puisse applicable, enfin des concrètes et applicables tout de suite. D'accord. Donc votre Et rôle de papa, vous l'avez abordé un petit peu sur ce schéma-là où il vous fallait un petit peu des béquilles, des accompagnements et ouais, un petit peu ouais, sur le fonctionnement que vous abordiez ou sur la sensorialité avec quelque chose qui est prévisible, qui est organisé, exactement. qui est maîtrisé en fait, c'est ça? Exactement. Et en plus, ce qui est paradoxal, c'est qu'au final, on sait faire, mais la peur de mal faire, Mhm. et j'ai un côté très anxieux qui revient souvent, et je suis obligé à chaque fois, un peu moins maintenant avec l'avancement en âge bon, du tout petit, mais je suis obligé de demander confirmation. Je demande systématiquement à un tierce, est-ce que je me laisse deux choix, est-ce que c'est le bon en fait? D'accord. Quand je OK. dois faire quelque chose d'important avec l'enfant, c'est très compliqué et c'est parfois, on est parfois même, moi pour ma part, des fois je suis un peu honteux de ça parce que j'ai l'impression que c'est pas inné en fait chez moi Mhm. et
C'est pas que c'est dévalorisant, parce qu'on sait faire, mais on n'est pas sûr que ce soit la bonne initiative. Donc, on demande confirmation. D'accord. Et je Donc, demande souvent confirmation à des mamans. donc il y a un choix, Ah à oui, faire. il Il y y a a un un choix choix à à faire. faire, éducationnel, X ou Ouais, Y. Et vous avez, par exemple, deux hypothèses et il faut que vous essayiez de les valider, c'est ça? exactement. Ouais. C'est toujours cette notion la notion de choix. Chez moi, elle est complexe. Ouais. Sur la Pas parentalité, seulement en lien avec la parentalité, d'une manière générale. voilà, la notion de choix, voilà, mais elle est anxiogène au possible Hmm. sur l'enfant et c'est pas évident. Même si ça diminue de plus en plus, et tant mieux. Mhm. Les premiers mois, quand c'était vraiment tout petit, pour mon deuxième enfant, c'était très compliqué. C'était J'avais compliqué. l'impression de ne rien savoir faire du tout, en fait. Mhm. Alors que j'ai une fille qui a 11 ans maintenant et qui a eu des problèmes même de santé beaucoup plus importants à l'époque et je m'en Mhm. sortais très bien. Mais c'est comme ça. C'est Ok. toujours besoin de valider. Et euh, comme ce que disait Claire, pour terminer un petit peu sur ce sujet, parce que je voudrais qu'on ait aussi un petit peu de temps pour aborder ce qui va être en lien avec le diagnostic, s'orienter vers des groupes de parents, vers des associations, ça vous semble être une chose vraiment importante dans le soutien que vous pouvez avoir? Moi, pour ma part, je suis très demandeur de conseils, voire même de méthodes des fois, un peu moins qu'avant, mais je le fais toujours via des antennes de secours. Il peut y avoir, comme disait Claire, il y en a pas mal sur le Oui, bassin d'Aquitaine. Après, on peut pas s'entendre avec tout le monde, on peut pas avoir des affinités avec tout le monde, mais moi j'en ai oui, bien sûr, bien sûr. une ou deux vraiment. J'ai vraiment un lien fort avec elle parce que oui, ça m'aide. Oui, c'est Ouais, bien important. sûr. C'est vraiment important. Et ça a démarré comme ça. Et après, on peut enchaîner sur le diagnostic parce que ça a Mais démarré comme ça. ce que vous disiez en fait tous les deux, c'était la difficulté à se retrouver seul aussi confronté à ces situations-là et Oui. d'avoir des éléments de partage, de comparaison, d'écoute Mm. et de soutien sur ce domaine-là. Ouais, il faut du concret. Enfin, moi, Voilà, c'est perso, il ça. faut du concret. Ok, Quand je contacte une maman, voilà, c'est très concret. je suis assez cash, je dis voilà, il m'arrive ça, ça et ça, tu fais quoi, toi, en gros? En D'accord, gros, ok. j'ai ce choix-là, et en général, ça marche. Ok. Ça marche. Heureusement. Très bien, merci David. Donc, je suis désolé, j'ai l'impression d'avoir le mauvais rôle là et de vous couper la parole, c'est un peu embêtant, mais c'est vraiment très très important tout ce que vous nous dites là et c'est tellement riche. Donc, je voudrais qu'on aborde le dernier sujet. Donc, le dernier sujet, il est en lien avec le diagnostic. Donc, on parle à juste titre du diagnostic précoce et de l'importance du diagnostic précoce dans l'accompagnement qui va être fait très jeune des enfants. Vous avez été tous les deux diagnostiqués tardivement et vous avez souhaité aborder ce matin pour clôturer ce webinaire cette dimension du diagnostic. David, je vous redonne la parole. Comment souhaitez-vous aborder cette dimension-là du diagnostic Euh, et l'importance que ça a pu le, avoir? L'importance, en fait, bon, moi, c'est venu tardivement. Enfin, j'ai toujours su que j'étais, mais comme pour beaucoup, différent, avec beaucoup d'interrogations. Et au final, jusqu'à l'âge de 34 ans, j'ai endossé un nombre incalculable hein, de masques, qu'ils soient sociaux ou de costumes, hein, on va dire, pour m'adapter. C'est de la suradaptation, en fait. Je pense même que comme disait Claire tout à l'heure, on s'épuise, en fait, hein, on se fatigue plus qu'il ne faudrait, parce que c'est long. Pour moi, ça a été long, en fait. J'ai fait mes recherches par rapport au diagnostic. Vos propres Euh, recherches, hein, c'est ça? j'ai fait mes propres recherches. Euh, on n'en était pas encore à l'ère où on en est actuellement. Oui, je suis autiste, je veux faire un diagnostic. Vous voyez, il y a toujours ce discours-là qui revient là en ce moment. C'était en 2014. J'ai commencé à me poser des questions et vous voyez, le diagnostic est venu que vers 2018 au final. Hein. La réelle démarche hein, au CRA et par médecin spécialisé. Donc, ouais, c'est beaucoup de recherche et c'est une très grosse introspection en fait dû à un effondrement total que j'ai eu en 2014, un réel effondrement de type autistique, hein, un débordement émotionnel concret.
avec une incapacité de travailler pendant 1 an quasiment. Beaucoup d'hypnothérapie, beaucoup de thérapie de l'esprit pour arriver à comprendre déjà ce que j'étais réellement et aussi dans quelle dimension comportementale j'évoluais un peu et quel fonctionnement cognitif aussi m'était m'était attribué au final, parce qu'on a tous, tout TSA a un fonctionnement cognitif qui est différent, déjà à la base, mais qui est personnalisé Bien parce que sûr. c'est une personne propre déjà à la base. Donc il y avait tout ça à décortiquer et après je suis allé vers la démarche de diagnostic en CRA, au CRA sur Limoges. J'ai demandé d'abord un pré-diagnostic par une antenne de secours en fait qu'il y a sur Limoges aussi, qui s'est mis en lien avec le CRA et après ça s'est enchaîné, ça s'est emboîté assez facilement. Et j'ai eu la chance que ça ne traîne pas parce qu'on parle de diagnostic, c'est long des fois les diagnostics, il faut attendre et ça rajoute de l'anxiété, ça rajoute beaucoup de choses, des angoisses. Moi j'ai attendu que 8 mois, certains attendent 3 ans. Et voilà, c'est énorme hein, sur l'attente pour le diagnostic. Mais le diagnostic, oui, ça a été d'abord beaucoup de recherche. D'accord. Ça a été les débuts en fait en 2014, en gros 2014-2015 de ce fameux terme l'autodiag. On fait son autodiag. Il y en a beaucoup qui disent j'ai fait mon autodiag. Certes, après ça veut pas tout dire, ce n'est pas que des certitudes, tout ça il faut aller faire confirmer. On peut évoluer dans le spectre, on peut faire partie du continuum autistique. C'est très vaste. La dimension autistique est immense et après on a abouti à un syndrome Asperger par-dessus le TSA et avec d'autres choses. Bon. Et alors, une fois que ce diagnostic a été posé, est-ce que par rapport à toutes ces, comment vous l'avez vécu? Est-ce que c'était un soulagement ou à l'inverse, est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que ça a été une clé un peu de compréhension de votre parcours et de votre fonctionnement? Ça a été, ouais, c'est surtout ça en fait. En fait, le jour même où j'ai commencé en fait les rendez-vous pour le diagnostic, avec toutes les étapes qu'il y a passées, il y a comme un espèce de processus qui s'est enclenché. Il y avait déjà eu l'introspection avant la phase de cet auto-diagnostic, si on peut dire. Et j'ai revécu. En fait, j'ai rembobiné, en fait, et je suis revenu en arrière, et je suis parti de l'enfance, et je suis remonté. En fait, c'est comme si je m'étais autorisé à libérer ce fonctionnement cognitif qui est si particulier, que ça aille sur de la synesthésie, sur l'hyperesthésie des sens. En fait, tout a été libéré. Alors, ça a été un grand chamboulement, on ne vous le cache pas, c'est pas évident à vivre, parce qu'au final, on s'autorise à être qui on est. C'est un peu comme moi, quand on a préparé le webinaire, je parlais d'éveil. C'est un éveil, en fait. D'accord. C'est un éveil, mais il faut gérer aussi les 34 dernières années qui sont passées où on n'était pas réellement, en fait, le David que je suis maintenant, en fait. Du moins, est-ce que, si je caricature, est-ce que vous diriez qu'il y a le David d'avant le diagnostic et celui d'après? Il y a celui d'après et il y a toujours cette espèce de syndrome de l'imposteur là. Vous en avez parlé quand on a préparé. Hein. Pour moi, c'est réel ça. C'est pas méchant, c'est pas voulu, c'est juste un mode de survie et de la suradaptation. En fait. On n'est pas dans l'imposture pour tricher, on n'est pas dans l'imposture pour se jouer des gens. On est dans l'imposture pour arriver à vivre avec eux. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Mais effectivement, oui, il y a le David d'après. Et le David d'après n'a plus rien à voir avec le David d'avant, c'est sûr. D'accord. D'accord, oui, en fait, on en avait parlé une fois, quand on a préparé ce webinaire, une dame qui m'avait dit, j'ai ma date de naissance physiologique et j'ai ma date de naissance, ma seconde naissance, c'est le diagnostic. Vous feriez un petit peu vôtre cette expression? Exactement, ouais. C'est ça. Ouais. Enfin, pour ma part, c'est ça. Ok. Super. Merci David. Peut-être qu'il y aura des questions qui iront dans ce sens-là. On verra avec les panélistes tout à l'heure. Claire, je vous laisse la parole et je vous pose un petit peu
la même question que celle de David. Vous avez eu un diagnostic somme toute tardif et quelle a été l'importance de ce diagnostic-là? Pour moi, on m'a signé une autorisation d'être enfin moi. C'est-à-dire que je suis pas 2 personnes différentes, mais ma personnalité que j'avais enfouie pour me suradapter, en fait, on m'a dit que, j'avais le droit d'exister et ça a été très, 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 très fort. Je l'ai pas encore totalement intégré puisque c'était en juin dernier et que je vois que c'est pas encore totalement intégré. Mais, moi, j'ai plutôt visualisé, que j'étais un puzzle incomplet et qu'on a mis la dernière pièce, clairement. D'accord. Cette idée de ne pas avoir sa place dans la société. Encore une fois, c'est pas forcément, je me remettais en question, c'est en observant les autres, nous sommes de très, très bons observateurs. Je voyais bien que, je ne fonctionnais pas comme les autres sur énormément de sujets et j'ai alors après, enfin, mes parents ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils ont renforcé ma nécessité d'adaptation dans la société. Je pense qu'ils devaient avoir très peur que je m'adapte pas et du coup, au lieu de renforcer, ma personnalité, au contraire, me disaient qu'il fallait que je cache qui j'étais parce que ça ne convenait pas. Donc c'est voilà, en grandissant comme ça, c'est un peu compliqué, Mmh. mais clairement, ça fait du bien aujourd'hui. Moi, je vois que je reprends confiance en moi, clairement, vraiment, j'ai eu ce syndrome de l'imposteur quand j'ai déposé mon dossier, de me dire: «Oh là là, je trouve que je prends la place de quelqu'un, qui en a bien plus besoin que moi. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que» et puis un jour, je me suis dit: «Oh, on verra bien, je le fais». Voilà et j'ai essayé de mettre de côté pour pas vivre cette attente parce que quand on dépose le dossier, on sait bien, hein, que c'est plusieurs mois, Mmh. que c'est long mais c'était, voilà, ça a été un diagnostic très important aujourd'hui. Alors, Après excusez-moi, oui. est-ce que, bon, vous avez 2 jeunes filles qui ont été diagnostiquées. Est-ce que, ce diagnostic-là vous a aidé à cheminer sur votre propre diagnostic? Ah mais tout à fait. C'est Oui. c'est vraiment au travers de mes enfants que, parce que finalement, j'ai vraiment grandi avec cette idée que j'étais pas adaptée à cette société, sans Mmh. qu'on m'explique pourquoi. Et puis en voyant mes filles grandir, elles avaient quand même le même fonctionnement que moi sur beaucoup d'aspects et je me disais: «Mais pourquoi elles auraient pas leur place dans la société?» Et mon questionnement a été au travers de mes enfants, vraiment. Et quand le mot autisme a été mis sur ma plus petite, et après sur ma plus grande, moi j'ai plutôt le fonctionnement similaire à ma plus grande que la plus petite. C'est oui, c'est vraiment ça. En fait, Mmh. je fonctionne pareil, donc peut-être qu'il y a quelque chose. Mais après, c'est vrai que ça soulève, ce diagnostic, en fait, on le vit, c'est en même temps, l'arrivée d'un long cheminement et en même temps le début d'un autre. Un autre, Puis oui. puisque ça soulève aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. À qui le dire? Comment? Comment ce diagnostic va être accueilli? Surtout, quand on a 35 ans. Voilà, c'est pas toujours évident. Moi, j'ai fait le choix pour l'instant de ne pas en informer, mon lieu de travail parce que j'estime que je peux surcompenser encore un peu. Mais j'ai un peu peur de ce regard, de mes collègues qui va changer. Donc je ne Mmh sais mh. voilà, ça soulève beaucoup de questions aussi ce diagnostic, mais en même temps, il est très, très, très important. C'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup plus du diagnostic féminin. Alors on en parle, mais on ne le montre pas forcément. J'ai vu un petit peu, les reportages qui ont été diffusés cette semaine et qui sont très, très importants et la surreprésentation de jeunes garçons, de jeunes hommes, d'hommes adultes, et pour les femmes autistes, c'est difficile parce qu'on a besoin de 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 représentation. On a besoin qu'on nous dise qu'il existe d'autres femmes comme nous et qu'elles vont bien. Et vous parliez de Julie Dachès. Julie Dachès, pour moi, a été très, très importante puisqu'elle a voilà, elle a fait des petites capsules vidéo, elle a rédigé des ouvrages qui moi, m'ont fait du bien et dans lesquels elle va, compulser de nombreux témoignages, de femmes. Donc c'est très important et à mon sens, le diagnostic féminin est important le plus tôt possible. Les D'accord. jeunes filles doivent savoir
qu'elles sont porteuses d'autisme, parce que les jeunes filles sont naïves, pour la plupart, quand elles sont autistes. Et elles vont avoir un parcours de vie à l'adolescence et à l'âge adulte qui peut représenter plus de dangers dans notre société, si elles ne savent pas qu'elles sont autistes et si elles ne bénéficient pas d'un accompagnement. C'est-à-dire des personnes qui vont être vigilantes pour elles, là où nous, on ne discerne pas les attentes des hommes, où on ne discerne pas des attitudes qui peuvent être maltraitantes. Il faut qu'il y ait des personnes à côté qui soient en alerte pour les familles, c'est parfois un peu lourd à porter, donc c'est important qu'il y ait d'autres accompagnants autour, que ce soit des éducateurs, des psychologues, enfin bon, des gens qui sont autour. Voilà. Pour moi, le diagnostic est important, effectivement, c'est une étiquette. Ça, c'est vraiment un argument, hein, qui est mis en avant par beaucoup de personnes. Pourquoi vous voulez absolument avoir une étiquette? Non, on ne veut pas une étiquette. On le sait qu'on est différent. L'étiquette de différence, elle est sur nous depuis toujours. On le voit que la société, elle ne fonctionne pas comme nous, on fonctionne. Alors pourquoi? Pourquoi c'est pas... Voilà, c'est compliqué. Et d'avoir ce mot, d'avoir ce diagnostic, eh bien, on nous explique simplement que ça porte un nom. Et que non, nous ne sommes pas fous, parce que c'est vrai que moi, j'ai eu cette interrogation au bout d'un moment de me dire, mais peut-être que j'ai une pathologie psychiatrique, parce que je ne comprends pas cette société, je ne comprends pas les gens, qu'est-ce qui se passe? C'est l'impression d'être dans une petite bulle et de ne pas pouvoir interagir correctement avec les personnes autour, et c'est douloureux. Et voilà. Écoutez, donc on avait bien sûr l'intention d'aborder l'importance de ce diagnostic au féminin, et vous vouliez mettre à juste titre l'accent sur ce diagnostic, sur les difficultés que peuvent rencontrer les femmes avec un diagnostic de TSA, et je vous remercie vraiment infiniment pour ce témoignage. Je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Moi, je voulais simplement vous remercier infiniment pour votre participation. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas forcément simple, et vraiment merci pour ce témoignage-là, particulièrement pour cette journée du 2 avril. Et je vais passer la parole à ma collègue Élodie pour qu'on essaye de voir un petit peu quelles ont été les questions qui ont été récoltées. On a été un petit peu plus long que prévu, mais ça me semblait important. Élodie, je te laisse la parole. Donc, il y a eu beaucoup de questions. Donc, on va essayer de répondre à la majorité d'entre elles. Donc, je vais commencer tout de suite. Pour revenir sur la sensorialité, il y avait une question pour David qui était de préciser le lien entre sensorialité et émotion, de donner un petit peu des exemples pour mieux comprendre ce lien entre émotion et sensorialité. Un exemple concret, moi c'est souvent sur les imprévus en fait. Les imprévus, c'est un peu comme une triade en fait. Il y a l'imprévu, il y a la sensorialité et il y a toujours cette résonance qui est au niveau émotionnel en fait. C'est pas dissociable. Comment dire, au travail par exemple, j'ai un trousseau de clés, c'est un exemple type, avec un cordon. Quand j'ouvre une porte, là, on va être en lien à la mémoire dite cellulaire, tout ce qui est dû au toucher, à la palpation. Je n'attrape jamais les poignées de porte parce que les poignées de porte sont chargées déjà de beaucoup de choses, en fait. Elles sont chargées physiologiquement de certaines choses, de charges électriques, de beaucoup de choses, d'électricité statique, de tout ce que vous voulez. Je ne les attrape pas. Là, c'est en lien directement à la sensorialité. Et ce qui touche à l'émotionnel, c'est la mémoire cellulaire. La mémoire cellulaire, en fait, c'est la capacité à se fondre dans ce qu'on va toucher. Quelqu'un qui a touché, par exemple, quelqu'un qui a une main moite et qui a touché la porte avant, je vais pas l'attraper, parce que si je l'attrape, je vais prendre ce qu'il y avait au niveau émotionnel sur cette personne. Là, on est en lien direct, en fait. C'est pas dissociable. Donc, les poignées de porte, un exemple. La poignée de main, la bise, c'est rare. Ça dépend avec qui, dans quelles circonstances, et si je suis disponible aussi. Au niveau fatigabilité et au niveau sensorialité, parce que je peux me permettre certains petits écarts, mais pas trop. Mais voyez l'exemple de la poignée de porte, on a les trois en fait. Hein. On a l'émotion,
On a la sensorialité, l'émotion et le cause à effet qui est, on va prendre émotionnellement la charge émotionnelle. Alors, on va peut-être pas le revivre ou savoir ce que c'était, mais on le prend et c'est déjà trop en fait. Donc, c'est pour ça que, par exemple, certains TSA, ils serrent pas la main ou ils font pas la bise. La mémoire cellulaire, chez certains TSA, elle est exacerbée au possible. Chez moi, c'est le cas. Chez d'autres, non. Chez moi, c'est fait comme ça. C'est un exemple type. D'accord, merci beaucoup. Il y avait une autre question qui était aussi sur le sensoriel, de savoir comment faire pour, si vous aviez des conseils pour gérer les émotions des autres et l'envahissement qu'elles peuvent avoir sur vous. Et donc, comment vous faites pour éviter de s'isoler trop, enfin voilà, pour gérer un petit peu cette question-là. Je peux essayer de répondre. Par exemple, un exemple flagrant, ne pas regarder les gens dans les yeux. Je sais le faire, mais le faire, c'est s'exposer effectivement à cette transmission d'émotions des autres. C'est difficile. Quelqu'un qui ne va pas bien, je vais aller mal parce que je me prends toutes ces émotions en direct par ce contact visuel. Après, au niveau, en dehors de l'isolement, on peut s'isoler, par exemple, avec les casques à réduction de bruit, c'est-à-dire qu'on va être isolé, mais on va être au milieu des autres. Mais c'est ce que disait David par rapport au repas de famille. Quand on est au milieu d'un groupe, c'est difficile. C'est difficile à gérer. Moi, dans la salle des professeurs, lorsque j'essaye d'avoir une conversation avec quelqu'un et qu'il y a, je ne sais pas moi, 5 groupes de 2 personnes autour de moi, j'entends les 5 conversations. Et hormis sortir de la salle, il n'y a pas de possibilité pour gérer ça. Donc, je pense que l'isolement peut être vraiment une stratégie qui fonctionne, en tout cas pour ma part. Il y avait une autre question qui est en lien avec celle-ci. C'était notamment une maman qui posait la question de qu'est-ce que l'entourage peut faire pour aider, alors ça peut être une personne adulte ou un enfant, à justement ne pas avoir ce côté éponge et ne pas être... est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place par les autres? Des petites idées. En fait, sur le TSA, on se rend compte que l'adaptation et l'aménagement au niveau neuro-environnemental déjà, ben, il est important. Parce que tout a le TSA, c'est une caisse de résonance de plein de choses, en fait. Donc déjà, pour moi, ce que je conseillerais aux parents, c'est un peu technique ce que je vais dire, mais c'est la réalité aussi. Et on peut le retrouver maintenant dans différents centres de ressources autisme, c'est la définition au niveau perceptif et sensoriel, dans quoi évolue l'enfant en fait, à ce niveau-là. Déjà, quand on aménage bien l'intérieur et le lieu de vie de l'enfant, un exemple type, chez moi, la lumière est toujours basse, voilà. Bon, certains meubles sont disposés différemment. Il y a des enfants qui ont une notion des perspectives, des volumes aussi, quand on est TSA, parce qu'on a parfois une vision qui est fragmentée, on s'attarde sur les détails plus que sur le principal en fait. On peut aménager l'environnement déjà. Et rien que le fait d'aménager l'environnement au niveau neuro-environnemental pour l'enfant, ou même l'adulte, hein, parce que moi-même je le fais, et au travail, c'est pour ça que j'ai un aménagement de poste aussi, donc c'est pour ça qu'on le fait. Et on peut disposer aussi des choses de manière différente, ou d'une certaine manière. Déjà, rien que ça, déjà c'est beaucoup. Donc ce que je conseillerais aux parents, c'est déjà de s'attarder en fait sur un bilan perceptif et sensoriel pur pour connaître la mécanique en fait. Comment fonctionne mon enfant? Comme disait Claire tout à l'heure, on a des phases hypo, des phases hyper. Bon, moi je suis dans l'hyperesthésie, mais j'ai des phases hypo sur certaines choses, au niveau proprioceptif, au niveau de l'équilibre, au niveau de la pression. Je suis pauvre moi sur ce sens-là en fait. Par contre, si on va sur le sens vestibulaire, sur le sens du mouvement, tout ça, on peut faire des bilans. Et déjà, quand les enfants ont des bilans psychomotes et perceptifs et sensoriels, ça donne beaucoup d'indices. Déjà, on a déjà une certaine notice. Alors, c'est pas péjoratif de dire ça, hein, c'est pas méchant, hein, une notice de comment fonctionne mon enfant. Et après, quand on connaît cette mécanique, on peut aller sur la définition, mais ça c'est avec l'aide des professionnels des CRA par exemple, ou de vous-même qui êtes psychologue par exemple,
définir à quelle dimension comportementale peut appartenir, je dis bien peut appartenir, mon enfant, sachant que la dimension, hein, le continuum autistique est très large. On en a relevé 2, on a l'empathisation et la systématisation. Par contre, on évolue tous dans ce tube, en fait. Donc, on n'est pas soit empathique, soit systématisé. Moi, je sais que je suis un mélange des deux. Après, il y a la suradaptation qui a fait que je suis devenu comme ça aussi. Mais déjà, quand on arrive à définir ces choses-là pour les parents, alors ça peut être fastidieux, ça peut être long, mais ça peut être fait pendant la période et la demande de diagnostic, ça, par exemple. Et je sais que ça, enfin, moi, pour ma part, j'ai fait le mien tout seul, parce que j'avais les capacités de le faire, sur le perceptif et le sensoriel d'Olga Bogdachina, en fait, bah, ça m'a donné des clés. Ça m'a donné des clés pour aller sur l'hyperesthésie, sur les sens, mais aussi sur la résonance qu'il y a émotionnellement, en fait, par rapport à la sensorialité. Donc, déjà, quand vous avez certains modes d'emploi, comme ça, par les bilans, on peut parler de stats, en CRA, on parle beaucoup de stats, on travaille avec des échelles, mais il faut trouver la bonne échelle, en fait. Parce que avant le TSA, avant l'autiste, il y a la personne. Donc, faut décortiquer tout ça. Et quand on a commencé à décortiquer tout ça, déjà, on peut avoir une bonne notice, un mode d'emploi. Une forme de mode d'emploi, si on peut D'accord. dire. Merci beaucoup. Pardon, je voulais juste Oui, bien sûr. ajouter, protéger son enfant des émotions des autres, c'est impensable. C'est compliqué, vraiment. Moi, je rentre dans une pièce, les émotions des autres, elles me font comme des décharges électriques, même s'ils ne disent rien, ils ne parlent pas. Mais par contre, ce qui me semble important, c'est permettre à l'enfant de pouvoir se décharger de ses émotions. Donc, je reprends aussi ce que dit David, selon le profil de l'enfant, soit une pièce calme, soit au contraire, aller faire du sport, taper dans une balle, mais trouver en tout cas ce qui va permettre à l'enfant, une fois qu'il a emmagasiné tout ça, de pouvoir le ressortir. Voilà, parce que le protéger, ça me paraît ambitieux. Merci beaucoup. Il y avait une autre question sur le voyage avec des enfants. Oui, voilà, vaste question. Qu'est-ce qui peuvent être des éléments qui vont être facilitants ou, à contrario, qui vont être très, très gênants hein, quand on voyage avec des enfants qui sont porteurs d'un TSA? Limiter au maximum les imprévus. En ce qui me concerne, je fais un emploi du temps à la journée pour mes filles, limite à l'heure près. Vraiment, bien en avance. Voilà, mettre des photos de l'endroit où on va, les accrocher dans un endroit de la maison plusieurs semaines à l'avance pour que l'enfant les voie et se familiarise avec les lieux, ça peut aider. Ensuite, bien penser à toute la dimension sensorielle selon les transports que vous allez prendre, que ce soit les odeurs, la vue, le bruit. Moi, je sais que ma fille a toujours une petite pochette avec un mouchoir imbibé d'huile essentielle, surtout quand on va sur Paris. Parce qu'alors là, c'est sensoriellement parlant, c'est difficile. Essayer d'anticiper au maximum afin que les imprévus qui se présentent soient plus faciles à gérer, parce qu'il y en aura des imprévus. Et ne pas oublier aussi, même en vacances, d'avoir ce sas de décompression et de repos pour l'enfant. Pas faire des journées avec la plage le matin, les visites l'après-midi. Voilà, penser à un moment de repos obligatoire, une sieste ou enfin, voilà, je pense que ça peut être. Alors, il y a beaucoup de personnes qui, comment dire, bah, justement, on casse un petit peu les codes aujourd'hui, c'est-à-dire qui se disaient, oui, vous avez tous les deux des métiers relationnels. Et qui étaient assez étonnés et qui, enfin, certains ont même eu l'impression que vous aviez une force particulière. Mais justement, la question c'était comment vous l'expliquez, comment vous l'abordez et comment ça se passe pour vous du fait de votre TSA? Alors moi, en fait, le métier relationnel, il est venu tardivement. J'ai toujours fait des métiers systématisés ou artisanaux en fait. J'étais couvreur zingueur à la base. J'ai fait 5 ans de compagnonnage. J'étais sapeur-pompier de Paris. J'ai été installateur pour le matériel médical.
pour l'oxygénothérapie. J'ai toujours fait des métiers soit où je travaillais seul, soit systématisé ou hyper structuré en fait. Donc, c'était rassurant pour moi. À la veille, en 2014, de ma chute, on va dire, et de ce second éveil, en fait, qui est venu après, je me suis découvert, en fait, des capacités à, à aider, mais pas à aider juste physiquement, en fait. Je me suis découvert un don en libérant cette pensée qui est parfois et qui est souvent associée au TSA, qui est la pensée logique et analytique. Et je suis allé petit à petit, en fait, chemin faisant, vers un métier du social, en fait. Mais ça s'est fait vraiment par palier. C'est pas venu tout seul. C'est pas évident, mais on sait que le TSA, ça peut être une force comme une faiblesse. Certes, on peut être plus qu'efficient et efficace, même au-dessus de la moyenne, largement, dans tout ce qui est social. Il y a des TSA qui sont urgentistes, il y a des TSA qui sont avocats, il y a des TSA qui sont maçons, il y a des TSA partout. On est efficient dans beaucoup de métiers et on nous retrouve partout. Dans le social, il y en a. Dans le social, il y en a beaucoup. Il y en a plus qu'on ne le croit. Alors, il y en a qui sont diagnostiqués, il y en a qui ne sont pas diagnostiqués. Je parle pas des bénéficiaires, hein, je parle des professionnels. Moi, pour ma part, ma capacité à sonder le creuset du regard, la lecture des gens, sur des personnes qui ont des maladies mentales, de personnes qui sont schizophrènes, bipolaires, qui sont psychotiques, je n'ai pas de mal à sonder leur état émotionnel. Le tout étant de garder cette distance pour pas être affecté moi, pour pouvoir continuer à travailler, parce que je suis aussi perméable, perméable au niveau émotionnel, pardon. Mais on peut être très efficace dans le social, effectivement. Je pense que c'est une force de ce côté-là. Tout comme Claire qui est prof, je pense qu'elle a des capacités dans ses meilleurs jours, on va dire, dans ses bons jours, mais comme tout le monde, où elle est plus qu'efficiente. Peut-être qu'elle s'en rend pas compte. Mais, Justement, Claire, dites-nous comment vous percevez les choses. Alors pour moi, c'est simple, l'école était mon refuge. L'école a été mon intérêt, mon intérêt spécifique enfant et l'école m'a sauvée et j'ai voulu rendre ça à l'âge adulte et dire aux enfants qui, comme moi, se sentent pas à leur place dans cette société que si, ils ont le droit. Et oui, effectivement, cette capacité de lire, je disais, je me ferme souvent, mais pas avec mes élèves. Et oui, j'ai ce tac au tac de, parmi mes 30 élèves, voir celui qui ira pas bien et le prendre à la fin de l'heure et dire: «Bon allez, qu'est-ce qui se passe?» et pouvoir avoir ce contact, cette dimension très sociale, en fait. On a un métier qui est très social aussi. Par contre, grosse difficulté au niveau relationnel avec les collègues, avec la hiérarchie, avec la non-compréhension des situations parfois en réunion, hein, il y a vraiment des grosses difficultés. Des forces qui nous permettent de bien faire notre boulot, mais il y a des jours où, moi, il y a des jours où je peux plus et en général, je vais voir mon médecin, il me regarde, il me dit: «Oh, il était temps» parce que, j'ai trop donné et qu'il faut que je récupère des forces. J'ai une dernière question parce que là, le temps commence, on commence à arriver au terme du webinaire. La dernière question, c'était, alors c'est pour vous deux, vous avez eu tous les deux un diagnostic tardif et du coup, vous avez vécu une scolarité sans avoir de diagnostic. Et la question était, quels ont été les éléments qui ont pu faciliter votre scolarité ou qui ont pu justement déranger votre scolarité quand vous étiez enfant sans savoir que vous aviez cette spécificité? Alors en ce qui me concerne, j'ai eu des enseignants qui voyaient au travers de l'image que je donnais. C'est-à-dire que j'étais vraiment invisible, j'étais une très bonne élève. Heu, tout mon parcours scolaire est vraiment, enfin pardon, c'est très prétentieux, mais en voyant mes bulletins, voilà, j'ai un parcours scolaire qui est vraiment très bon. Mais ponctuellement, j'ai eu des enseignants qui m'ont pris à part et qui voyaient que parfois j'étais à bout, que parfois,
que j'avais aucune confiance en moi et qui venaient me parler et me redonner confiance. Me dire que j'étais capable, que j'avais des capacités. Voilà, moi, c'est surtout la bienveillance, vraiment, qui est hyper, hyper importante. Et ma vision en tant que maman, c'est la même chose, c'est-à-dire que, de l'écoute et de la bienveillance, ne pas dire à l'enfant, «Oui, alors en ESS, on m'a dit que tu étais handicapé, mais dis donc, ça se voit pas du tout en classe». Voilà ce que d'un discours qu'entend ma fille qui a 16 ans, qu'elle entend à de très nombreuses reprises et en fait, on se rend pas compte en tant qu'adulte. Je pense que ce n'est pas dit du tout méchamment, c'est une réelle prise de une réelle incompréhension de l'adulte qui est en face, mais alors la violence pour la personne qui est porteuse de TSA, qui a galéré pour avoir son diagnostic, qui s'entend dire: «Bah non, tu as pas l'air handicapé». Voilà, faire attention aux paroles qu'on prononce. Je vais juste rajouter quelque chose de pas très très long. Alors moi, c'est marrant parce que c'est complètement l'inverse de Claire en fait. J'aurais tellement voulu avoir cette bienveillance. J'ai jamais eu à l'école. Pour moi, l'école, ça a été signe de souffrance physique, psychologique, et c'est un échec total en fait, l'école. Il a fallu que j'attende à la veille de mes 40 ans pour repasser un diplôme et me rendre compte qu'en fait, j'ai plus de facilité que certains. Et qu'au final, peut-être que j'aurais pu avoir mon bac ou bien d'autres diplômes. C'est pour ça que je continue à me former et à passer des diplômes, même à 40 ans. Et je pense que je continuerai même tardivement, parce que j'y prends un réel plaisir. Mais pour moi, c'était une réelle souffrance, l'école. Et puis là où je me rends compte, en fait, que la sensorialité était déjà bien présente, et l'attention aussi, la capacité d'attention pour suivre aussi des cours normaux. Euh, déjà, quand on vous met tout le temps au fond, en fait, de la classe, à côté d'une fenêtre, au niveau stimulation, moi, je regardais dehors, hein, je regardais pas l'école, je regardais pas la maîtresse. J'ai pas eu la chance d'avoir des instits bienveillants, en fait. Alors, j'ai joué de malchance, peut-être, peut-être sur mon cursus primaire, école primaire. Après, ça a été la décadence, quoi. Enfin, au niveau scolaire, je suis allé vers des métiers systématisés parce que je me rendais compte que j'étais assez à l'aise manuellement, mais que j'étais aussi pas si bête que ça au niveau cognitif, et que quand on me donnait un plan à lire ou quelque chose à construire, je le faisais de A à Z. Et pourtant, il y avait des maths, pourtant il y avait de la lecture, pourtant il y avait de la compréhension à avoir, pourtant il y avait de la conjugaison dedans, j'arrivais à le faire. Et là, j'ai commencé à comprendre, par exemple, que j'étais différent. Parce que l'école normale, j'y arrivais pas, et une école spécialisée, on va dire, pour un métier spécialisé, j'y arrivais. Donc, moi, c'est l'opposé, en fait, de Claire. Mais bien chanceuse, elle est, en fait, d'avoir eu ce parcours-là, mais j'aurais bien aimé, effectivement. Ouais, c'est quelqu'un qui se rend compte que vous fonctionnez pas pareil, mais que vous avez les capacités, en fait. Et je pense que dans les années, en 75 ou en 80, on savait pas déceler les pics de compétences comme ça, des élèves. Enfin, je pense pas. Enfin, ce n'est que mon avis, hein, mais après, je pense pas qu'à l'époque, on est dans une ère maintenant qui n'a rien à voir du tout. Et déjà, on entend quand j'entends Claire parler de diagnostic précoce, euh, qu'on accepte en fait le diagnostic de ses enfants, que bon, certes, les discours sont parfois un peu blessants et c'est pas marrant tous les jours. Après, c'est la vie de tous les jours, ça, au final. Mais bon, et ça, c'est encore plus blessant. Mais c'est vrai que je trouve que ça a beaucoup évolué. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme s'il y avait eu un vide, en fait, si vous voulez, entre mon époque et maintenant, quoi. Vraiment rien du tout, quoi. Un non-lieu, rien. Et des fois, ça rouvre certaines blessures du passé, quoi. Mais les apprentissages, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment se pencher, parce que tout comme la sociabilisation, comme Claire disait tout à l'heure, ou comme je sais plus, la personne qui posait la question, comment, par exemple, que l'enfant ne soit pas exclu, utiliser les centres d'intérêt restreints de l'enfant TSA pour le sociabiliser aussi. Au final, c'est tellement logique si on se penche sur la question. Bon, ça a évolué en tout cas, mais parcours scolaire, pour ma part, chaotique. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire.
Vous avez été très nombreux à nous suivre et à poser des questions. On n'a pas forcément pu répondre à toutes les questions. On a essayé de répondre au maximum. Je veux surtout remercier Claire et David d'avoir consacré ce temps avec nous qui est vraiment très important. Et voilà, c'est pas toujours évident de passer sur Internet comme ça. Donc voilà, merci encore pour votre présence ici qui est vraiment très, très importante pour nous. À mon tour de vous remercier. On sait que l'exercice n'était pas évident et en cette journée du 2 avril, il était vraiment important que vous preniez la parole. Et une fois de plus, merci beaucoup pour ce que vous avez pu nous dire. C'était absolument primordial et passionnant. Donc, on va laisser la parole à Madame Perrier, peut-être pour la conclusion. Si vous nous avez en ligne, dites-nous. Pardon, oui, je suis là. Donc, effectivement, je voulais vous laisser aussi clore, Claire et David, éventuellement, si vous aviez un petit mot rapide. Et donc, en tout cas, moi, je voulais vous remercier énormément pour votre participation. On a eu beaucoup, beaucoup de retours très positifs sur ces témoignages. Ça a apporté énormément, je pense, que ce soit aux familles, mais aussi aux personnes elles-mêmes. Donc, vraiment, ça a un grand intérêt pour beaucoup de monde. Et donc, voilà, je vais vous laisser juste voilà, le mot de la fin, Claire et David. Et une fois que vous aurez terminé, donc je mettrai fin au webinaire. Donc voilà, je vous remercie encore énormément. Eh bien, moi, je vous remercie également de nous avoir offert cet espace de parole qui est important. Et merci pour tous ces remerciements parce que c'est très touchant. Effectivement, c'est pas simple de parler de soi, mais en même temps, voilà, moi, j'ai besoin d'entendre des témoignages, donc j'essaye de rendre l'appareil. Donc, merci pour l'accueil que vous avez fait de tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Moi, c'est exactement la même chose. Hein. Je rejoins Claire dans ses dires là. Je pense que plus on laissera la parole aux personnes concernées, mais avec que ce soit sous ce format-là ou de conférences ou avec des questions ouvertes, surtout des questions ouvertes de tout type. Déjà, ça rassurera pas mal de personnes parce que les gens ont besoin de témoignages, comme dit Claire. Alors, c'est peut-être même pas question de s'identifier, mais c'est de retrouver des petits indices, des choses qui se rapprochent peut-être de ce que certaines autres personnes peuvent être aussi. Et ma foi, ça mange pas de pain. Et puis au final, même si ça dure pas longtemps, c'est toujours ça de prix. Et les témoignages sont là. Et voilà. Moi, c'est tout ce que... Et je vous remercie encore de m'avoir convié à cet événement. Merci.